Eric Richins était un riche entrepreneur américain. À la suite d'un premier divorce, il avait perdu une partie de sa fortune et donc lorsqu'il a fait la rencontre d'une nouvelle femme et qu'il a décidé de l'épouser, il a décidé de ne pas prendre de risques et de mettre au point un contrat de mariage. Mais malheureusement, ce qu'il ne savait pas, c'était que ce contrat allait le mener tout droit vers sa mort. Pour tout savoir sur la triste et très mystérieuse histoire de Eric Richins, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une vidéo qui va être assez longue. J'ai décidé de faire une longue vidéo, ça tombait au final assez mal dans mon calendrier parce que je suis vraiment très malade. Donc, excusez-moi si je parle du nez, excusez-moi si je suis peut-être un petit peu moins présente. Vraiment, ça me tient à cœur de faire cette vidéo. J'avais très envie de l'enregistrer pour vous, pour qu'elle paraisse pas aujourd'hui dimanche. Donc c'est ça, juste sachez que je vais donc peut-être un petit peu parler du nez. Bon, sinon pour vous dire quelques mots sur cette histoire, c'est une affaire qui n'est pas encore passée devant le tribunal, même si, clairement, on sait beaucoup de choses sur ce qui s'est passé, sur ce qui s'est potentiellement passé, on va dire. On a aussi une vague idée de la peine que la personne va recevoir. Donc c'est pour ça que ça me semblait quand même ok de faire cette vidéo aussi tôt dans l'affaire. Ça s'est quand même passé il y a quelques années, on a beaucoup d'éléments et je suis sûre que ça va énormément vous intéresser. Avant de commencer, comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi vous abonner à mon compte Instagram si vous voulez un peu plus discuter avec moi, si vous voulez voir ma petite vie au quotidien. Et voilà, maintenant que tout ça est dit, eh bien lançons-nous dans cette triste affaire. Eric Eugene Richins est né le 13 mai 1982 et a grandi avec ses parents, Eugene et Linda Richins, aux États-Unis, dans la campagne de l'Utah. Lui et sa famille vivaient dans un ranch et dès son plus jeune âge, Eric avait aidé ses parents à s'occuper de tous les animaux du ranch. Il passait en fait la plus grande partie de son temps avec son papa, à nourrir les chevaux et les vaches et à entretenir la propriété. Mais par-dessus tout, un rôle qui lui tenait à cœur était celui de grand frère. Il gardait toujours un œil très vigilant sur ses petites sœurs et il avait également un grand frère avec qui il s'entendait très bien. Mis à part ça, à l'école, Eric était un athlète qui pratiquait toutes sortes de sports, notamment le baseball, le soccer et le cross-country. D'ailleurs, dès qu'il a été diplômé, il a continué à aimer le sport et dès ses 18 ans, il a consacré une grande partie de son temps à entraîner des plus jeunes. Sinon, pendant son temps libre, il aimait également tout ce qu'il pouvait faire en plein air, comme la chasse, le quad et la motoneige. En soi, je pense qu'on peut le dire, mais c'était un garçon de campagne américaine. Lorsqu'il a eu 18 ans, il a quitté le ranch familial et a été étudié à l'université de l'Utah. Et après avoir obtenu son diplôme, Eric avait décidé de créer une entreprise de maçonnerie qui, dès le départ, a très bien marché. Il était connu pour être un patron très respecté et comme quelqu'un qui était toujours en très bonne relation avec toutes les personnes avec qui il collaborait. Sinon, au point de vue sentimental, en 2005, alors qu'il avait 23 ans, Eric a épousé une jeune femme du nom de Julie Jorgensen. Selon ceux qui la connaissaient, Julie avait toujours été le genre de fille considérée comme l'une des plus belles filles de l'école. Mais si Eric et elle s'étaient finalement épousés, c'est parce qu'ils partageaient également beaucoup de hobbies, beaucoup d'intérêts en commun. Tous les deux étaient des grands sportifs, ils adoraient aller skier ensemble, ils adoraient le football, le basket, et donc très vite ils se sont rejoints sur ce point commun. Mais malheureusement, tout ça n'a pas semblé suffire parce que leur mariage n'a pas duré très longtemps et le couple a finalement divorcé 4 ans plus tard en 2009. D'ailleurs, les proches du couple diront que le divorce avait été assez compliqué, notamment pour Eric qui avait dû laisser la moitié de tous ses biens à Julie. En fait, le couple n'avait pas fait de contrat de mariage et donc lors du divorce, eh bien Julie en avait profité pour essayer d'avoir le plus possible. Donc en soi, elle a hérité d'une partie de la fortune d'Eric, même si c'était une fortune qu'il avait déjà auparavant. En gros, ça lui appartenait pas spécialement à Julie, mais avec le divorce,
elle a quand même pu avoir une grosse partie de ça. En soi, c'est vraiment triste et je pense que ça les a fait se quitter en très mauvais termes. D'ailleurs, je fais une parenthèse quand même pour vous dire qu'après ça, le destin de Julie a été assez tragique. En fait, quelques années après le divorce, Julie était décédée dans un accident de voiture. Elle était simplement arrêtée à un feu rouge, mais elle a été percutée par l'arrière par une camionnette qui roulait à du 113 km/h. Après enquête, il a en fait été prouvé que le conducteur de la camionnette était sous l'effet de la marijuana et que lorsqu'il conduisait, son pare-brise était plein de givre. Il n'avait donc pas pris le temps de le dégivrer et ne voyait absolument pas la route et n'a donc pas vu la voiture de Julie. En tout cas, par la suite, le conducteur avait été envoyé en prison et même si, évidemment, Eric et Julie n'étaient plus ensemble depuis déjà quelques années, ça avait été un événement assez marquant dans la vie d'Eric et il avait été réellement dévasté d'apprendre la mort de son ex-femme. C'était une parenthèse, mais ça me semblait important de vous souligner donc l'avenir tragique qu'a eu Julie et c'est d'autant plus triste quand on sait que Eric, lui aussi, allait vivre quelque chose d'assez atroce au final. Mais donc revenons-en aux faits et quelques années après ça, Eric est de nouveau tombé amoureux d'une femme. Il s'agissait d'une caissière nommée Kouri qui travaillait dans un magasin local appelé Home Depot. C'était un magasin où Eric se rendait souvent pour acheter des produits, notamment pour son entreprise de maçonnerie, et donc il était assez bien connu des employés. D'ailleurs, une des employées sur place avait remarqué qu'Eric semblait toujours très heureux de voir Kouri. Tout le monde remarquait son grand sourire lorsqu'il la voyait, et donc l'une des employées l'avait un petit peu poussé à aller lui parler. Eric l'avait alors écouté et finalement, un beau jour, il s'était rendu au Home Depot et avait entamé une conversation avec Kouri pendant qu'elle encaissait ses articles. Les autres employés regardaient tous évidemment un petit peu la scène du coin de l'œil et ils diront plus tard qu'Eric avait l'air un petit peu trop nerveux et au final, il a eu trop peur pour lui demander son numéro de téléphone. Bon, finalement, il avait quand même réussi à se procurer son numéro de téléphone. En fait, Eric avait demandé à l'un de ses amis d'aller lui-même dans le magasin pour demander son numéro à Kouri et c'est comme ça qu'au final, il se l'était procuré. C'est donc à ce moment-là qu'il a enfin eu le courage de lui envoyer un message et qu'il lui a proposé un rendez-vous. Alors, avant tout, pour vous parler quand même un petit peu de Kouri, il s'agissait d'une très jolie jeune femme qui avait tout de même 7 ans de moins qu'Eric. Elle essayait encore de déterminer ce qu'elle voulait faire dans sa vie et commençait tout juste à faire des plans pour sa future carrière. D'ailleurs, quelque chose qui lui a énormément plu chez Eric, c'était son ambition dans le travail et le fait qu'il ait eu le courage d'ouvrir sa propre entreprise. En tout cas, Kouri et Eric se sont rapidement mis en couple après ça et autant vous dire qu'ils ont rapidement été inséparables. D'ailleurs, la famille de Kouri adorait Eric. En fait, beaucoup disaient qu'il tirait Kouri vers le haut et qu'il était très bon pour elle. Elle avait beaucoup de rêves et d'objectifs et Eric lui a montré que tout était possible si on travaillait beaucoup. D'ailleurs, Kouri a pris la décision à ce moment-là de s'inscrire à l'université de Weber State pour obtenir un baccalauréat en sciences de l'administration et des soins de santé. Elle avait donc elle aussi à présent de grands objectifs et elle comptait les réaliser. Finalement, en 2012, le couple a alors emménagé ensemble dans la ville de Camas, dans l'Utah. Ils se sont installés dans un manoir réellement magnifique avec 5 chambres et 4 salles de bain. Pour vous dire, à l'époque, le manoir était évalué à 1,1 million de dollars. Mais bon, c'était un bel investissement et c'est vrai que l'entreprise d'Eric marchait vraiment bien et il gagnait environ 1 million de dollars par an. Sinon, un an plus tard, le 15 juin 2013, Eric et Kouri se sont mariés et la cérémonie a d'ailleurs eu lieu dans l'arrière-cour de leur manoir. Par contre, une chose importante à noter, c'est que cette fois-ci, Eric a retenu la leçon. Il avait mis au point un contrat prénuptial qui stipulait qu'en cas de divorce, Kouri n'aurait droit à aucun revenu provenant de l'entreprise d'Eric. C'était pas la chose la plus romantique, mais vu ce qui lui était arrivé lors de son premier divorce, il préférait être prévoyant, surtout que son entreprise valait quand même environ 2,5 millions de dollars et était en pleine croissance. Par contre, chose importante, c'est que dans le contrat, il était également noté que si pendant leur mariage, Eric venait à décéder, à ce moment-là, Kouri pourrait hériter de toute la fortune de son mari et ça, c'est un point qu'il faut absolument retenir pour la suite. Mis à part ça, dans les années qui ont suivi leur mariage, le couple va donner naissance à 3 fils.
Carter, Ashton et Weston. D'ailleurs, selon ceux qui connaissaient Eric, ses enfants étaient pour lui son plus grand accomplissement dans la vie et il semblait vraiment très proche de ses fils. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, la petite famille s'était construit une très belle vie. Et pendant ce temps-là, Eric continuait à travailler dans son entreprise et d'ailleurs Corey, de son côté, avait lancé sa propre société immobilière où elle vendait des maisons. La famille avait donc une très bonne situation financière qui leur a d'ailleurs permis de parcourir le monde ensemble. En soi, tout semblait alors aller pour le mieux, mais malheureusement, tout n'allait pas rester aussi parfait. En fait, dès l'année 2015, Corey a commencé à avoir des problèmes financiers dans son entreprise immobilière. Elle avait en fait assez mal géré les choses et elle se dirigeait tout droit vers la faillite. Donc en gros, pour que vous ayez bien en tête ce qu'elle faisait dans son entreprise, elle achetait des maisons, elle les rénovait et puis elle les revendait plus cher. Mais le truc, c'est qu'elle a commencé à vouloir acheter de plus en plus de maisons sans attendre que ses bénéfices le lui permettent. Et donc avec ça, rapidement, elle a commencé à manquer d'argent pour les rénovations. Donc oui, elle avait plein de maisons, mais il lui fallait de l'argent pour les rénover, et sans ça, elle ne pouvait pas les revendre, et donc il n'y avait plus de rentrée. C'était donc une situation assez compliquée, et donc pour essayer de s'en sortir, elle a commencé à prendre un petit peu d'argent à Eric. Le problème ici, c'est que Eric était au courant seulement d'une partie de l'argent qu'elle lui prenait. Mais en réalité, Corey lui prenait bien plus que ce qu'il pensait. Les choses vont ensuite aller encore plus loin parce qu'au mois de mars 2019, Corey a fait un emprunt à la banque de 250 000 $ et elle a falsifié la signature de son mari et avait mis l'emprunt à son nom, ce qui est donc extrêmement grave. Mais c'est pas tout parce que pour utiliser comme elle le voulait tous les comptes bancaires d'Eric, elle avait rempli des documents, toujours en falsifiant la signature de son mari, documents qui lui donnaient procuration sur toutes ses affaires. Suite à ça, Corey avait alors dépensé 30 000 $ sur ses cartes de crédit et retiré 100 000 $ supplémentaires de ses comptes bancaires. Au total, Corey aurait volé environ 494 000 $ de l'argent d'Eric. Alors clairement, je sais pas comment elle pensait qu'elle allait cacher tout ça à son mari. Mais évidemment, comme on peut se le douter, à un moment donné, Eric s'est rendu compte qu'il lui manquait énormément d'argent. Et d'ailleurs, il s'est même rendu compte qu'il y avait eu un emprunt bancaire à son nom et que lui n'avait rien fait de tout ça. Suite à ça, il va alors confronter Corey et après des pleurs et des torrents d'excuses, elle lui avait promis de tout rembourser dès qu'elle aurait vendu les maisons. Alors, je vous le dis déjà, mais Corey ne remboursera jamais cet argent. D'ailleurs, plus le temps passait, plus Eric doutait de revoir un jour cet argent et donc les choses sont devenues assez tendues dans leur couple. Et puis, il y avait également pas mal de rumeurs comme quoi Corey avait une liaison et évidemment, c'était loin d'aider à leur vie de couple. Bon, je précise qu'à ce moment-là, c'était que des rumeurs de liaison, il n'y avait pas de preuves ou quoi que ce soit et personne n'avait vraiment eu le courage d'aller en parler à Eric. C'est vrai que c'était un couple qui avait 3 enfants, on voulait pas qu'une famille vole en éclats. Donc oui, sans doute qu'elle trompait Eric, mais ça restait quand même bien secret. Mais à présent, on va se plonger dans l'année 2020. À ce moment-là, Eric avait 38 ans et entre-temps, malheureusement, sa mère, Linda, est décédée. Mais bon, au début de l'année, Eric, sa femme et ses 3 enfants étaient partis en vacances en Grèce. Mais bizarrement, Eric semblait y être tombé malade. D'ailleurs, après ça, il avait appelé sa sœur et lui avait confié qu'il était tombé malade après avoir bu une boisson alcoolisée que Corey lui avait préparée. Attention parce que là, il va dire à sa sœur que c'était vraiment bizarre, mais il avait pensé au fait que peut-être Corey aurait pu l'empoisonner à travers cette boisson alcoolisée, ce cocktail qu'elle lui avait fait. Eric dira que c'était quelque chose qui lui avait traversé l'esprit, qu'il n'osait pas trop y croire, mais que quand même, c'était assez étrange. Sa sœur avait essayé de le raviser, bien qu'elle aussi avait des doutes, c'était quand même une grosse accusation, mais Eric pouvait pas s'enlever de la tête que potentiellement, sa femme essayait de le tuer. Suite à ça, au mois d'octobre 2020, Eric a décidé de consulter un avocat spécialisé en divorce et en planification successoriale. Sans le dire à Corey, il avait alors modifié son testament et avait donné à sa sœur, Kathy Richins, le contrôle de sa succession juste au cas où il lui arriverait réellement
quelque chose. Ça voulait donc dire qu'à présent, s'il venait à décéder, sa femme ne toucherait absolument rien. Par contre, quand même, Eric avait décidé de ne pas demander le divorce parce que il voulait s'assurer que si ça arrive, eh bien, ses enfants soient correctement pris en charge. Clairement, la plus grande priorité d'Eric, c'était vraiment que ses fils aillent bien, quoi qu'il arrive. Sinon, de son côté, Kouri continuait à s'endetter à hauteur de plus de 3,1 millions de dollars, alors qu'en parallèle, l'entreprise d'Eric continuait à croître pour atteindre environ 5 millions de dollars. Pour ce qui est sinon de l'ambiance à la maison, eh bien Eric et Kouri continuaient de se disputer constamment à propos des finances. Ils voulaient d'ailleurs divorcer, mais ils ne savaient pas si c'était une bonne idée pour les enfants, et ce point amenait encore plus de disputes dans leur couple. On pourrait croire qu'on était sur la fin, mais pas du tout. Cette situation va encore durer un long moment. On va alors arriver à la journée du 14 février 2022, donc jour de la Saint-Valentin. Le couple était toujours ensemble à ce moment-là, et peut-être pour lui montrer une petite attention en cette journée de Saint-Valentin, Kouri avait préparé un sandwich pour son mari qu'elle avait placé sur le siège de sa camionnette, accompagné d'un petit mot d'amour. Donc, lorsqu'il partait pour le travail ce matin-là, Eric a trouvé le sandwich et avant de démarrer, eh bien, il l'a mangé. Le problème, c'est qu'immédiatement après, il a commencé à avoir de l'urticaire et puis à ne plus pouvoir respirer. Pris de panique, Eric est alors sorti de sa camionnette et il est rentré dans sa maison pour prendre de l'épipène. C'est un shot d'adrénaline que l'on peut prendre au cas où on fait une grosse réaction allergique. Et ici, l'épipène appartenait à son fils, mais Eric n'a pas attendu une seule seconde et il se l'est injecté. C'est d'ailleurs clairement ça qui va lui sauver la vie. Sans ça, il aurait fait un choc anaphylactique et il serait mort. Suite à ça, et on peut le comprendre, Eric va être réellement traumatisé. Il avait d'ailleurs appelé l'un de ses amis pour lui raconter, et là, encore une fois, il va confier à son ami qu'il pensait que Kouri, sa femme, essayait intentionnellement de l'empoisonner. En fait, depuis cette fameuse boisson en Grèce, il s'était rien passé de semblable et donc ses doutes s'étaient dissipés. Mais ce deuxième incident l'avait quand même à nouveau perturbé, mais encore une fois, je pense qu'Eric n'osait pas vraiment y croire complètement, tellement ça paraissait fou. Je pense que même dans notre cerveau, le cerveau d'un humain, c'est compliqué d'accepter ce genre de situation. On peut avoir des doutes, on peut réellement se dire oui, peut-être que ma femme essaye de me tuer, qu'elle essaye de m'empoisonner, mais entre le fait de peut-être le verbaliser et y croire réellement, il y a quand même tout un chemin. Donc je pense qu'il y songeait, que ça lui semblait être une possibilité, mais qu'au fond de lui, il n'arrivait pas à y croire. En tout cas, les choses vont rester telles quelles et 3 semaines plus tard, le 3 mars 2022, le couple avait décidé de passer leur soirée ensemble une fois que les enfants dormaient et de boire quelques verres dans leur salon. Selon Kouri, si elle et Eric avaient décidé d'ouvrir une bouteille, c'était pour célébrer l'achat d'une maison que Kouri avait achetée dans le but de rénover. Il s'agissait d'ailleurs d'une très belle maison d'un prix de 2 millions de dollars et Kouri était très heureuse de l'avoir achetée parce qu'elle savait qu'une fois rénovée, elle en tirerait un très bon prix. Mais voilà, ça c'est la version des faits de Kouri. Par contre, pour ce qui est des proches d'Eric, eux ils diront qu'ils doutaient pas mal de cette version. En fait, selon eux, ça paraissait bizarre qu'ils aient ouvert une bouteille pour fêter tout ça parce que Eric n'était pas du tout d'accord avec l'achat de cette propriété et il voulait justement dire à Kouri qu'elle ne devait pas l'acheter. Donc voilà, malheureusement on ne connaît pas la vérité. Mais bon, il semblerait que Kouri ait quand même menti sur ce qu'il s'est réellement passé. Mais en tout cas, une chose dont on est sûr, quoi qu'il en soit, c'est que le soir du 3 mars 2022, le couple a bel et bien bu un verre ensemble. Et à présent, je vais donc poursuivre avec la version des faits de Kouri. Elle va alors confier qu'après avoir bu un verre au salon, Eric était fatigué et il avait décidé d'aller dans sa chambre pour se coucher. Par contre, Kouri dira que elle, de son côté, avait décidé de lui préparer un cocktail, un Moscow Mule, et puis elle le lui avait emmené directement au lit. Kouri dira également qu'à ce moment-là, Eric avait déjà bu un verre de bourbon et consommé un bonbon au THC. Donc en gros, il aurait consommé de la marijuana. C'est d'ailleurs quelque chose qu'Eric semblait faire de temps en temps, souvent le soir pour se détendre et pour bien dormir. Il prenait un bonbon infusé à la marijuana, au THC, et il le prenait pour s'endormir. Donc en soi, pour le moment, tout semblait assez normal. Ensuite, après avoir apporté le cocktail à Eric, Kouri dira qu'elle avait été se coucher avec l'un de ses fils.
Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas dormi avec Eric ce soir-là? C'est parce que, toujours selon elle, un de ses fils faisait des terreurs nocturnes, il voulait pas dormir seul et donc elle avait décidé d'aller le rejoindre et de laisser Eric tout seul dans le lit. Kouri continuera son témoignage en expliquant qu'elle avait ensuite été réveillée vers 3 h du matin parce que son fils avait fait un cauchemar. Elle l'avait alors calmé et une fois qu'il était endormi, elle avait décidé de retourner dormir dans son lit parce qu'évidemment elle dormait mal dans le lit une personne avec son fils. Mais voilà, une fois qu'elle a ouvert la porte de sa chambre, qu'elle allait s'installer dans le lit conjugal, Kouri a vu que son mari Eric était inconscient au pied du lit. Elle expliquera même avoir immédiatement paniqué voyant bien qu'il y avait quelque chose d'anormal et avait donc appelé le 911. On sait une chose, c'est que le secouriste au téléphone avait donné à Kouri toutes les instructions sur la manière de pratiquer la réanimation cardio-pulmonaire. Kouri dira d'ailleurs qu'elle avait tenté de réanimer Eric sans pour autant y arriver. Mais vous allez voir qu'on a quand même un petit doute là-dessus. En fait, lorsque les services d'urgence étaient arrivés sur les lieux, ils avaient immédiatement remarqué qu'Eric saignait de la bouche et que ce sang était partout sur lui. Ce qui est étrange par contre, c'est que Kouri, elle, n'avait strictement aucune tache de sang sur ses vêtements, ce qui a immédiatement fait penser aux ambulanciers qu'en vérité, elle n'avait pas tenté de réanimer son mari. Ça, c'est en tout cas la première chose qui a réellement fait se poser un petit peu plus de questions et qui a fait s'interroger les autorités sur la véracité de ce que Kouri racontait. Mais attendez, parce que clairement, on n'est pas au bout de nos surprises. Une autopsie sur le corps d'Eric avait été réalisée et les résultats vont choquer les policiers, mais également tous les proches d'Eric. Il sera en fait découvert, après de nombreux tests, qu'Eric avait dans son organisme plus de 5 fois la quantité mortelle de fentanyl au moment de son décès. Il était donc mort officiellement d'une overdose. Alors, si vous ne savez pas ce qu'est le fentanyl, c'est à la base un analgésique utilisé en médecine, mais qui depuis un certain nombre d'années est utilisé comme une drogue, notamment sur le continent américain. C'est d'ailleurs une drogue très dangereuse parce qu'avec très peu, on peut en fait vite tuer quelqu'un. Mais pour en revenir à notre affaire, eh bien à présent, on se demandait donc comment le fentanyl s'était-il retrouvé dans l'organisme d'Eric. Kouri avait alors été interrogée et avait fourni une explication possible. Elle va en fait rappeler que ce soir-là, Eric avait pris un bonbon au THC. C'est quelque chose qu'il faisait souvent. Par contre, il ne se procurait pas toujours ces bonbons de manière très légale. Donc, selon Kouri, selon sa femme, il serait très possible que le bonbon qu'il avait pris ce soir-là ait été mélangé au fentanyl et qu'il ait fait une overdose accidentelle. En fait, selon Kouri, tout ça n'était qu'un triste et tragique accident. Alors clairement, je suis d'accord, ça ne semblait pas impossible. Aux États-Unis, il y a quand même eu pas mal de morts à cause du fentanyl, notamment du fentanyl trouvé dans des bonbons. Pas spécialement des bonbons au THC, juste des bonbons. Mais c'est vrai que de son côté, la famille d'Eric n'était pas très convaincue par cette explication. D'ailleurs, assez rapidement, la famille s'est lancée dans une vraie lutte juridique pour essayer d'avoir le plus de réponses possible. D'ailleurs, 2 jours seulement après la mort d'Eric, sa famille avait décidé de passer la nuit dans le manoir où Eric vivait avec ses enfants et Kouri. Mais une fois sur place, Kouri leur avait demandé de partir en leur disant qu'elle avait besoin de passer du temps seule pour commencer le processus de deuil. Alors Cathy, donc la sœur d'Eric, avait immédiatement refusé de partir en insistant bien sur le fait que Kouri n'était pas la propriétaire de la maison, qu'elle était au nom d'Eric et qu'elle serait très bientôt expulsée. D'ailleurs, en pénétrant dans la maison, Cathy, donc toujours la sœur d'Eric, avait découvert que Kouri avait engagé un serrurier pour venir percer le coffre-fort d'Eric qui contenait plus de 125 000 $ en espèces. Donc lorsque Cathy a vu ça, elle s'est encore plus énervée, elle a demandé à Kouri de laisser le coffre-fort tranquille et à partir de là, les choses ont vraiment dérapé. Selon le rapport de police,
Cory se serait mis très en colère et aurait commencé à frapper la sœur d'Eric. Selon ce qui est écrit, elle l'aurait frappé au cou et au visage. Suite à ça, évidemment, le bureau du shérif avait donc été appelé. En fait, on aurait dit que c'était comme si à ce moment-là, Cory devenait extrêmement tendue et émotionnellement instable. C'était comme si en apprenant qu'elle n'avait plus le contrôle de la succession de son défunt mari, elle avait pété un câble. Parce que, je le rappelle quand même, mais Eric ne lui avait pas dit qu'il l'avait retiré de son testament. Elle l'avait tout simplement appris à la mort de son mari. En tout cas, à partir de là, Cory s'était lancée dans une longue bataille juridique pour tenter d'avoir un petit peu de l'héritage. Bon, je vous épargne quand même les détails, mais en gros, elle a porté plainte contre Cathy, la sœur d'Eric, qui était donc à la tête du testament. Mais Cathy, de son côté, a demandé au juge de rejeter la plainte de Cory en raison de la façon très suspecte dont son frère était décédé. D'ailleurs, il faut savoir que même si Cory était libre à ce moment-là, la police commençait à penser sérieusement qu'il pourrait s'agir d'un acte criminel et non pas d'une simple, entre guillemets, overdose. Mais ça, je vais y revenir un petit peu après parce que vous allez voir, l'enquête est assez lente. En fait, avant ça, on va un petit peu plus se pencher sur Cory et il faut savoir qu'en parallèle de l'enquête, Cory, qui était veuve depuis à peine quelques mois et qui était en pleine contestation de la succession devant les tribunaux, va tout de même trouver le temps d'écrire un livre pour enfants. Le livre s'appelle Are You With Me ? Donc en français, es-tu avec moi? Et à l'intérieur, il y est clairement indiqué ceci. À mon mari incroyable et à un père merveilleux. Le livre a d'ailleurs été mis en vente sur Amazon et sa description indiquait qu'il visait à apporter paix et réconfort aux enfants qui ont perdu un être cher. Et pour vous dire, Cory a même fait la promotion de son livre dans plusieurs médias locaux. Elle a été un petit peu invitée partout en disant que ce livre c'était pour aider les enfants qui, comme les siens, avaient perdu un parent. Bon, aujourd'hui, le livre n'est plus disponible sur Amazon. Très probablement dû au fait que peu de temps après la sortie du livre, Cory Richins a été arrêtée pour meurtre aggravé et possession de drogue dans l'intention de la distribuer. Là, les procureurs diront alors qu'ils avaient de très bonnes raisons de penser que Cory avait tué son mari Eric pour un gain financier. En fait, comme elle ne savait pas qu'elle avait perdu ses droits de succession, elle l'aurait donc potentiellement assassiné afin de pouvoir hériter de sa fortune. Et très clairement, Cory semblait avoir besoin de tout cet argent car au moment de la mort d'Eric, elle avait plus d'1 million de dollars de dettes. De plus, on va découvrir que directement après la mort de son mari, Cory s'était mise en couple avec un nouvel homme. D'ailleurs, on va même apprendre que cet homme, elle le fréquentait déjà depuis longtemps, elle avait une liaison avec lui quand elle était encore mariée à Eric. Et il faut savoir que juste après la mort d'Eric, elle avait promis à cet homme un avenir radieux. Et ça paraît très logique vu que à ce moment-là, elle pensait encore hériter d'une très grosse somme d'argent. De plus, lors de l'enquête, les autorités ont remarqué qu'en janvier 2022, donc 2 mois avant la mort d'Eric, Cory avait modifié la police d'assurance vie de son mari pour l'augmenter à 2 millions de dollars. En fait, à la base, le bénéficiaire principal de cette assurance vie était l'associé commercial d'Eric. Mais Cory a finalement modifié ce choix et s'est noté comme la seule bénéficiaire. Bon, par contre, à l'époque, son plan avait échoué parce que, évidemment, Eric avait reçu une notification de ce changement. Il avait compris que c'était sans doute sa femme qui avait changé ça et lui-même avait alors remis le nom de son associé comme bénéficiaire principal. Le plan de Cory avait donc totalement échoué. Mais elle ne s'était pas arrêtée là pour autant. 1 mois plus tard, elle avait alors souscrit à une nouvelle police d'assurance vie de 100 000 dollars au nom d'Eric en se notant comme seul bénéficiaire. Cette fois-ci, Eric n'y avait vu que du feu et donc s'il venait à décéder, Cory gagnerait ses 100 000 dollars. Ça fait quand même déjà un assez gros mobile pour tuer son mari. Tout ça a donc mené à son arrestation et donc si on résume, Cory était lourdement endettée, elle savait qu'elle ne recevrait rien si elle et Eric divorçaient, cependant elle savait qu'elle pourrait recevoir une somme d'argent considérable si Eric venait à mourir pendant leur mariage. Je veux dire, rien qu'avec ça, c'est très difficile d'imaginer que ce n'est pas elle qui a tué son mari.
Clairement, tous les signes pointent vers Kouri. Bon, sinon il faut aussi savoir qu'après la mort d'Eric, la maison qu'il partageait avec Kouri et ses enfants a été fouillée. À l'intérieur, les enquêteurs y retrouveront alors le téléphone de Kouri et plusieurs ordinateurs. Ces appareils avaient ensuite pu être fouillés et à l'intérieur, ils y retrouveront la preuve principale de tout le dossier. Les enquêteurs y avaient en fait trouvé une série de messages entre Kouri et une femme de ménage nommée Carmen Laubert. Dans ces messages, Kouri demandait alors à cette femme, qui apparemment était dealeuse, si elle pouvait lui acheter une drogue puissante. D'ailleurs, elle lui a demandé à 3 reprises. D'ailleurs, lorsque la police avait interrogé Carmen Laubert, elle avait confirmé qu'elle avait bel et bien vendu à Kouri pas moins de 90 pilules contre la douleur. Elle dira d'ailleurs que ces ventes avaient commencé à partir du 22 janvier 2022. Elle dira d'ailleurs que les ventes avaient commencé à partir du mois de janvier 2022, c'est-à-dire juste avant la Saint-Valentin, jour où Eric pensait qu'il avait été empoisonné avec son sandwich. D'ailleurs, à peine 12 jours après la Saint-Valentin, Kouri avait à nouveau envoyé des messages à Carmen pour lui demander si elle n'avait pas quelque chose de plus fort, et c'est là qu'elle lui vendra du fentanyl. Évidemment, ces messages étaient la preuve ultime de la culpabilité de Kouri. De plus, il faut savoir que ces messages avaient été supprimés la nuit où Eric était décédé. Mais heureusement, les informaticiens de la police avaient donc su récupérer certains des messages. D'ailleurs, d'autres messages seront également découverts et il s'agissait des messages que Kouri envoyait à son amant et grâce à ça, on va même connaître l'identité de cet amant en question. L'homme s'appelait en fait Robert Grossman et travaillait en fait comme homme à tout faire dans les maisons que Kouri essayait de rénover. C'est-à-dire qu'il était son employé et son amant en même temps. Là encore, la conversation avec Robert avait été supprimée et la police n'avait pu récupérer que quelques messages. Parmi eux, il y avait d'ailleurs une photo que Kouri lui avait envoyée, photo qui montrait 2 personnes en train de s'embrasser avec une petite légende en dessous qui disait « Je t'aime ». Alors les gens sur la photo, on ne les connaissait pas, c'était juste une image de stock, mais en gros c'était pour dire à cet homme-là à quel point elle l'aimait. D'ailleurs, le plus glaçant encore, c'est que cette photo a été envoyée la nuit où Eric est décédé. D'ailleurs, si on regarde l'heure, ça se pourrait même qu'elle ait envoyé la photo à son amant juste avant qu'elle prépare le fameux cocktail à Eric. Bon, sinon à part ça, il y a encore d'autres choses d'assez incriminantes qui ont été retrouvées sur son ordinateur. Notamment des recherches Google et je vais vous en citer quelques-unes. Qu'est-ce qu'une dose mortelle de fentanyl? Les prisons de luxe pour les riches en Amérique. Si le certificat de décès indique qu'il est en attente, est-ce que l'assurance vie payera-t-elle toujours? La police peut-elle vous forcer à faire un test de détecteur de mensonges? Ou encore, comment supprimer définitivement des informations d'un iPhone à distance. Donc, ça fait quand même pas mal de preuves. Mais il faut noter que malgré ça, Kouri a décidé de plaider non coupable de toutes les accusations. Lors d'une audience préliminaire au procès, son avocate a d'ailleurs affirmé que les recherches Google de Kouri ne signifiaient en réalité absolument rien. C'était selon elle tout à fait dans ses droits de se poser ce genre de questions. De plus, l'équipe de défense de Kouri a fait valoir qu'il n'y avait aucune preuve qu'elle ait réellement tenté d'empoisonner son mari et que tout ça n'était que de la spéculation. En gros, on peut comprendre ici que Kouri ne compte pas du tout se laisser faire. D'ailleurs, il faut noter que si jamais elle venait à être déclarée coupable de meurtre au premier degré, elle serait totalement éligible à la peine de mort. Bon, quand même, la famille d'Eric a clairement annoncé qu'elle ne demanderait pas la peine capitale pour Kouri. Donc finalement, elle risquerait en soi une peine de prison allant de 25 ans à la perpétuité si elle était reconnue coupable. Mais en tout cas aujourd'hui, le temps que l'enquête continue, Kouri reste derrière les barreaux et d'ailleurs le juge a refusé sa caution en raison de la gravité des accusations. Après personnellement, je pense que c'est une bonne chose qu'elle reste sous les barreaux parce qu'elle a réellement l'air prête à tout pour essayer de s'en sortir. D'ailleurs, au mois de septembre 2023, on a retrouvé une longue lettre de 6 pages dans sa cellule et la lettre se nommait « Walk the dog », donc en français « Promène le chien ».
En la lisant, les enquêteurs ont alors compris qu'il s'agissait d'une lettre que Kouri avait écrite à sa mère et dans laquelle elle lui demandait de coacher les témoins qui passeraient à la barre lors du procès pour qu'ils disent ce qu'il faut pour que Kouri soit jugé non coupable. Par exemple, j'ai pu lire que dans la lettre, Kouri demande à sa mère de dire à son frère qu'Eric s'est procuré seul la drogue qu'il a tuée au Mexique. Donc voilà, rien que cette lettre est une preuve supplémentaire contre Kouri, bien que elle-même ait essayé de se dédouaner. Elle s'est en fait défendue en disant que c'était faux, en fait cette lettre était le début d'un nouveau livre qu'elle écrivait et que rien dedans n'était réel. En tout cas, aux dernières nouvelles, j'ai pu voir qu'au mois de mai 2024, Kouri avait une fois de plus affirmé être innocente de toutes les accusations et avait également demandé au monde de lui donner une chance. En tout cas, son procès devrait avoir lieu au mois d'avril 2015, donc dans quelques mois, et évidemment, je vous tiendrai au courant de tout ça dans la barre d'infos. Avant de terminer, peut-être que vous vous demandez ce qu'il en est pour les 3 fils du couple. Eh bien, ils sont actuellement élevés par des membres de la famille et protégés des médias le plus possible. Voilà, c'est comme ça que se termine cette vidéo. J'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que mon rhume, mon nez bouché vous aura pas trop sorti de l'histoire. J'ai vraiment essayé de faire mon maximum. Moi, personnellement, je pense que je vais aller me reposer un petit peu après ça. Vous, de votre côté, n'hésitez pas à me dire en commentaire toutes vos théories, tout ce que vous avez pensé de cette affaire. N'oubliez pas non plus de mettre des petits pouces en l'air, ça fait toujours plaisir, de vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!